Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Justement, pour parler d'histoire de l'art et tout ce qui tourne autour, chère Nathalie, peux-tu, s'il te plaît, nous raconter celle de la Guadeloupe, les grands moments en tout cas, qui ont fait l'histoire de ce peuple de résistants et de résilients aussi. Waouh. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier. La prochaine fois, on ira à la Société d'art et d'histoire de la Guadeloupe. Voilà. Alors, l'histoire de la Guadeloupe, déjà, officiellement, on n'en connaît qu'une partie relativement récente. On découvre, on suppute, voilà, mais la Guadeloupe, avant, c'était un territoire occupé par les Amérindiens. Il y a eu l'arrivée des colons, il y a eu l'arrivée des esclaves pour ce fameux sucre qui a détruit pas mal d'âmes, qui a fait déplacer des gens partout sur la planète. Surtout, aujourd'hui, la canne est entre guillemets vouée à disparaître. Donc tous ces gens qu'on a déplacés jusqu'ici pour ça, parce que c'est un produit de luxe qu'on empoisonne avec du sucre, etc., etc. Aujourd'hui, la canne, elle ne sera même pas une canne pour marcher, puisque la production n'est pas rentable, vu les gros pays producteurs aujourd'hui. Mais voilà, c'est encore pire, c'est que voilà, toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour rien et qui le payent encore aujourd'hui dans leur chair et dans leur âme. Donc voilà, je partirais peut-être justement de ce fameux 1802 et que vivre libre ou mourir, c'est peut-être l'expression qui correspond le mieux aux Guadeloupéens, même si aujourd'hui la liberté, elle est tout autre, mais elle se limite à ce que tu peux faire avec ta carte bleue, ce que tu peux faire avec un passeport français. La liberté, elle n'est pas toujours dans le bon camp, mais la façonner pour sa vie privée, pour sa vie amicale, pour sa vie culturelle, comme on l'entend, ça, heureusement, ici, c'est très puissant. Tu vas aussi bien tu vas dans un Léoz, comme tu as été chez Bébé Rospard à la Madeleine, à Baïf, tu vas avoir un son particulier, des sons particuliers, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un endroit, c'est un des Léoz à ne pas louper dans l'année. Mais tu vas aller à Marie-Galante, au cœur de Marie-Galante, c'est aussi du gros casse, mais il y a une autre vibration, il y a un autre. Donc déjà avec une musique polyphonique, avec 7 rythmes, certains me disent qu'il y en a plus. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu comme ces rythmes transcrivent des émotions, j'ai l'impression que dans chaque rythme, il y a un petit peu de chaque Guadeloupéen aussi. Et je suis devenue comme ça aussi, parce que comme on dit en créole, en malade à gros cas. J'adore le gros cas, le bon gros cas. Voilà. Mais l'histoire de ce pays, comme on disait quand on était dans le train l'autre fois à Beauport, à Port-Louis, entre Port-Louis, l'Express de Poyen, entre Port-Louis et Petit Canal, ce pays, il a une histoire riche, passionnante, violente, résiliente, comme tu disais. Et en même temps, pour un si petit territoire, avoir autant de gens qui viennent d'endroits différents, ça crée de la richesse culturelle, de la richesse d'âme, de la richesse de cœur. Il y aura toujours des cons et des racistes, mais des gens qui choisissent d'être heureux, de vivre ici, de fonder une famille, qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Mais c'est ça qui fait aussi ce melting pot, et je pense que dans l'absolu, dans les dépendances aussi, les différentes îles, encore un mot hérité de la colonie, comme je disais l'autre jour. Donc là, les morceaux de l'archipel, il y en a où c'est plus mélangé breton, là, de l'autre côté, ils sont plutôt plus anglophones. Et puis, ils se sont beaucoup échangés aussi avec la Caraïbe.
les Amérindiens et les autres avaient déjà cette conscience sans savoir ce que c'était que l'ADN, qu'au bout d'une ou deux générations, il valait mieux aller chercher une femme. Bon, ils faisaient la guerre aussi, mais il valait mieux chercher aller une femme dans l'île voisine. Donc, et puis ça crée des liens, ça crée des fractures. Il y a des gens qui n'ont plus jamais revu leur famille, des femmes qui ont été kidnappées, mais qui ont fini par tomber amoureuses de leur kidnappeur et qui ont fondé des familles. Et puis, le Guadeloupéen, il a du mal à ne pas s'exprimer. Donc, il s'exprime en musique, il s'exprime en danse, il s'exprime. C'est quelqu'un justement qui en a tellement sur la patate. Si je fais de la patate douce, il faut que ça sorte. Ça va sortir dans différentes expressions artistiques. Pour d'autres, ça va être le sport. Voilà. Puis ce sont des gens très créatifs, naturellement, parce que quand on n'a pas grand-chose, c'est comme en Afrique quand j'étais petite, les histoires de jouets et tout ça. On faisait comme tout le monde, on faisait des petites voitures avec du fil de fer, on faisait voilà. Dès l'enfance, tu es poussé à la créativité. Aujourd'hui, malheureusement, c'est je pique une crise et maman m'achète le truc bleu et puis demain je veux le truc rouge. Alors que nous, on le fabriquait. Voilà. C'est cette inventivité, cette ingéniosité, voilà, dans comment je pourrais dire ça? La force. Voilà, c'est un mot qui revient tout le temps. La force de courage, la force de caractère. Et force, c'est un mot en créole, même quand quelqu'un décède, la première chose qu'on dit aux membres de la famille, c'est force et courage. Et je crois que, voilà, de la naissance jusqu'au dernier souffle, la force et le courage sont vraiment une illustration de ce peuple. Et justement, comment selon toi, on retrouverait ces éléments-là, les éléments liés à la résistance, à l'histoire de l'esclavage, à cette notion de force et courage qui les accompagne durant toute leur vie. Comment on retrouve ça dans les travaux, les représentations dans l'art guadeloupéen? Qui sont ceux qui s'intéressent à ça? Oui, écoute, on va reciter les mêmes noms, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes guadeloupéens qui, c'est un choix aussi, n'abordent pas forcément ces thématiques. Mais il y en a pour lesquels, même si de temps en temps ils font des escapades sur d'autres thématiques, c'est toujours présent. Le fond de la toile raconte toujours le fond de l'histoire, ou comme le marc de café raconte l'invisible. Donc, je dirais le premier, c'est indéniablement Michel Revelas, même si dans un premier temps, les gens ne comprenaient pas tout de suite, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'abstraction. C'est plus quand il faisait apparaître des dessins. Richard Victor Saint-Silly a beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur attaquer le colonialisme, attaquer Napoléon. Joël Nankin, vu son parcours de militant, d'ancien prisonnier politique et d'activiste, voilà, c'est quand même important. Alors, il y a des jeunes artistes qui s'y intéressent aussi, mais ils sont déjà conscientisés autrement, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Ils rattachent souvent beaucoup l'histoire de la Guadeloupe à l'histoire des États-Unis, à l'histoire d'esclavage dans d'autres contrées, beaucoup aussi d'influence du cinéma. Est-ce que cela n'est pas provoqué, n'est pas induit quelque part par le marché dans ces pays-là? Tu as parlé des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ça? Parce qu'aux États-Unis, il y a un marché bien autour de ces questions-là, un peu moins en France, en métropole. Parce que critiquer tout le temps la métropole... Chez nous, on ne dit pas la métropole. Hein. Voilà. Je te taquine. La France... c'est très particulier. C'est très particulier parce que le marché, comme tu dis, et si on en revient à l'objet de notre entretien, le marché de l'art, il est très étroit ici. Donc, il est très étroit. Il y en a beaucoup qui sortent aujourd'hui, qui exposent à l'étranger. Mais déjà, en Guadeloupe, le marché est très petit. Le marché est... Voilà, moi qui connais les principaux collectionneurs depuis une vingtaine d'années, à un moment donné, même s'il y a une nouvelle génération, ça ne se renouvelle pas beaucoup.
Et puis, ce que certains jeunes artistes peignent aujourd'hui ne plaît pas forcément à des gens de 60 ans et plus. C'est pas du tout le même cas en Martinique, parce qu'inévitablement, les deux îles sœurs, comme l'école d'art est là-bas, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a aussi beaucoup d'artistes guadeloupéens de cette génération-là qui ont fait leurs études à l'école de Martinique. Mais la situation n'est pas du tout la même. Il y a un plus grand marché, pas beaucoup plus grand, mais plus grand. Surtout, il y a beaucoup de lieux d'exposition. Et puis surtout, il y a les anciens colons qui ont des fondations. Oui, en Martinique. En Martinique. Donc la fameuse fondation Clément avec laquelle je travaille, je n'ai aucun problème là-dessus. J'y ai travaillé pour l'exposition de Ronald Cyril, Brainstorming, et puis pour la grande exposition d'Hervé Télémac que je retrouvais après Beaubourg en Martinique. Mais c'est particulier, c'est très particulier. Et il n'y a pas du tout le même... certains intellectuels, certains écologistes, beaucoup travaillent. On travaille beaucoup aujourd'hui, comme chez vous en Afrique, c'est le retour des œuvres. Ici, c'est des œuvres décoloniales. Le mot décolonial finit par être mis en toute sauce, donc il perd aussi de sa vraie puissance critique, analytique, et que, voilà, si on doit le faire, faisons tous une thérapie ensemble. Mais qu'est-ce qui, selon toi, chère Nathalie, expliquerait le fait que, malgré justement tous ces artistes de qualité et de cette production qui en est aussi, qu'il manque autant d'infrastructures liées ne serait-ce qu'à la monstration de l'art en Guadeloupe? Eh bien là, tu as mis le doigt sur là où ça fait très mal depuis des années, et j'en discutais avec quelques amis ces jours derniers, puisque on a très peu de lieux d'exposition dédiés, et on en a deux que je vais citer. Donc le Fonds d'art contemporain du Conseil départemental qui se trouve à Saint-Claude, qui va avoir 9 ans le 13 novembre. C'était malheureusement le jour de l'inauguration, c'était aussi le jour des attentats au Bataclan à Paris. Donc on a tous un souvenir de cette inauguration qui nous a bouleversés. Mais voilà, il est fermé depuis 1 an et demi, après un artiste, après Dimitri Fogombong qui avait exposé là. Et puis on a le cas du Memorial Act, voilà, où il y a une très grande salle d'exposition temporaire qui n'a pas eu d'exposition depuis, je pense, 4 ou 5 ans. Et qui les dernières expositions qui ont eu lieu, dont une qui était magnifique, qui était Gabriel Garcia Marquez et Édouard Glissant, le catalogue n'est jamais sorti. Donc moi c'est ça qui me pose problème, c'est que non seulement il faut le lieu, mais il faut qu'en sortant, qu'ils aient envie de l'acheter, voilà, qu'on garde une trace. La trace papier, pour moi, tout ce que vous voulez. Mais si je n'ai pas... Moi, je ne travaille pas si il n'y a pas de catalogue. Ouais, mais vous avez raison, parce que c'est la seule archive qui restera pour les générations à venir. Voilà. Et donc, il y en a quelques-uns de Guadeloupe, et je pense qu'il y en a dans la bibliothèque de Banjul Station. Et moi aussi, j'ai écrit pour le catalogue d'une résidence à Banjul Station. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que je te donne un autre exemple sur... Quand on fait de la recherche, par exemple avec la revue du CEREAP, donc chaque année il y a une thématique, c'est une grosse revue, il n'y a pas beaucoup de photos en couleur, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment de la recherche. Plusieurs types de critiques, des esthéticiens, des artistes eux-mêmes, des entretiens d'artistes. Eh bien, on la trouve dans toutes les grandes librairies et bibliothèques du monde, dont à la librairie du Congrès, la bibliothèque du Congrès à Washington. Et un jour, j'ai reçu un message d'une chercheuse qui avait lu mon article parce qu'elle faisait des recherches autour d'une certaine thématique et qui m'a demandé si elle pouvait me citer. Voilà. Donc, c'est ça, tu te dis, voilà. J'aurais jamais imaginé, je me dis, c'est les gens autour d'ici, des gens de Paris, de la Sorbonne.
Mais comme je sais qu'elle est là, et c'est là que tu te dis, bon, bah, des fois c'est difficile, sur le métier d'artiste comme le métier de critique d'art ou commissaire, sauf si on a une star sponsorisée par des grandes marques, puisque maintenant c'est les marques de vêtements qui payent les grandes expositions et les grands critiques d'art, malheureusement. Donc voilà, c'est... Mais finalement, comment exister en tant que critique d'art dans un univers aussi, je dirais, belliqueux, en fait difficile. Pas de lieu d'exposition, donc presque pas d'exposition dans de bonnes conditions. Du coup, plus de catalogue. Comment on fait, Nathalie? Comment tu fais? Ah ben, je fais parce que je porte ma œuvre, comme on dit, et puis que ben, je suis aussi sollicitée par des gens en Martinique, ailleurs, et puis que ben, je continue à écrire, mais je t'avoue qu'en ce moment c'est difficile, et puis on arrive dans des âges, quand tu as passé la soixantaine, comme c'est pas des métiers où tu as des salaires fixes tout le temps, ben, quand tu essayes de faire comprendre aux personnes voilà, qu'un travail, plutôt un travail de recherche ou la préparation de quelque chose, ce serait mieux que d'être un chargé de mission pour 6 mois, éventuellement reconductible s'il faut. Mais non, on te paye juste pour ton boulot. Et encore, quand on ne paye pas en retard. Mais ça, c'est encore d'autres pratiques ici. Mais je dirais pas que c'est belliqueux. Certains aiment se bagarrer et pinailler autour de ça. Moi, j'ai un principe, ça passe ou ça casse, mais je suis cash. Voilà, je pense que c'est la vérité et l'honnêteté, c'est la meilleure façon d'être en axe avec soi-même et donc d'être aussi mieux perçu par les autres. Mais ces derniers temps, c'est vrai que 2024, bon, j'ai aidé Dominique ça fait un petit moment, Dominique Desplan, dans l'exposition dans laquelle nous nous trouvons. Mais par exemple, en 2023, ben, j'ai plus travaillé avec le Cameroun. En 2022, j'ai plus travaillé avec la Martinique à 3 reprises, plus une exposition d'un artiste guadeloupéen et enseignant qui s'appelle Henri Tolio, qui est aussi un artiste très important. Et puis, c'était pas des moindres parce que c'était un sujet vraiment à haute densité artistique et autres, puisque c'était ADN Caraïbes. C'est une exposition qu'il avait mise en œuvre déjà en Martinique. On l'a faite ici aussi. Et normalement, ben, c'est très compliqué aussi de faire voyager les expositions dans les départements français d'outre-mer. Donc, on voudrait la faire en Guyane. Donc, il avait proposé à plusieurs personnes qui étaient d'accord, donc de toutes couleurs, de faire un test ADN. Et qu'il leur offrait d'ailleurs. Et qu'au moment des résultats, il faisait un entretien avant et un entretien après. Et quand voilà, et ça a donné des choses magnifiques esthétiquement, parce qu'après, il y a des choses qui ont été numérisées, ça a créé de nouvelles œuvres. Mais surtout, il y avait la possibilité d'écouter avec un casque, donc presque en intimité, tout en regardant toutes ces couleurs, ces pixels de tous ces ADN qui font notre planète. C'est d'écouter les réactions des personnes. Ce qu'ils pensaient avant, on s'en doute. Voilà, un descendant d'esclaves, il dit qu'il vient d'Afrique, mais quand tu as dedans un des intervenants est un fils d'un descendant colon et on a trouvé du sang africain dans son ADN. Donc là, ça fait switcher l'histoire et c'est super important. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que l'art contemporain peut être beaucoup plus que l'art de commande à l'époque ou l'art très politisé des années 1960. C'est qu'aujourd'hui, chez nous, l'art permet aussi de régler pas mal d'histoires sans violence, sans sang, sans domination. La pause d'art. Mais dans justement ce système de débrouillardise dans lequel nous savons si bien nous débrouiller, qu'est aussi l'art contemporain, mais comment aujourd'hui les artistes en Guadeloupe se débrouillent
pour exister, du moins pour montrer leur travail? Comment ça s'organise? C'est très compliqué, vu le manque de lieux. Alors, il y a une certaine génération de gens un peu plus jeunes. Il y en a qui sont partis déjà, qui ne sont plus en Guadeloupe. Je pense à Eddie Firmin, par exemple, qui vit au Canada maintenant, à Neau, qui s'est battu pendant des années ici. Puis, à un moment donné, on s'épuise. Hein, on s'épuise personnellement, on épuise notre famille. On s'endette parce qu'on veut que le projet arrive, donc on finit par mettre de l'argent personnel. Et puis, il y a une autre génération, des gens comme Kelly Sinapamari, Minia Diabiani, qui ont un discours. C'est l'arrivée des femmes dans le monde de l'art en Guadeloupe aussi. Il y a aussi Marielle Plaisir, Anaïs Verspan, Chantal Acoma. Mais justement, elles ont une approche très guadeloupéenne et en même temps globale. Donc c'est pour ça aussi que leur travail, c'est «juicy», comme on dit en anglais. Ces gens-là, ces filles-là ont eu l'opportunité, avec d'autres hommes bien sûr, d'être invitées à l'étranger, d'être invitées dans des expositions collectives. Parce qu'ici, je crois, à force de trop rester entre nous, on se sclérose et on a l'impression que voilà, ce qu'on a dit il y a 2 ans, on va le redire, mais parce qu'on a autrement, mais avec les mêmes mots, mais pas sur le même ton, parce qu'il sera 6h ou 21h et qu'il y aura déjà 2 petits planteurs dans le bec. Je plaisante, mais non, c'est très particulier. Et puis surtout, tout ça, ça fait que la jeune génération de ceux qui sortent, qui sont invités à l'étranger, qui exposent à New York, à Art Basel, partout où tu veux, les vraies places de l'art contemporain, c'est qu'on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que ces grandes manifestations-là, pareil, il n'y a pas de catalogue. Voilà. C'est curieux. Moi, ça m'a toujours interpellée. Tu vas trouver des catalogues ou des monographies parce que tel artiste est né dans telle galerie et que ça fait partie du pitch, mais sinon, il y en a peu. Et ici, il y a très peu de catalogues. Alors, ce qui est très bien, il faut saluer, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est que le conseil départemental produit un catalogue à chaque fois qu'il y a une exposition d'art contemporain. C'est le seul. D'accord. Ça, c'est déjà intéressant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe... On les regardera dans la vitrine, d'ailleurs, tout à l'heure. Ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que proposent les artistes installés au CAC, est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça peut faire partie de la solution aujourd'hui en Guadeloupe d'investir des friches comme celle du CAC et d'installer l'art? Est-ce que ça peut être le début de quelque chose selon toi? Oui, même si c'était d'abord puisque j'en faisais partie au début, c'est vrai que ça nous a tous interpellés, donc on a occupé le CAC. S'il te plaît, tu pourras raconter brièvement aussi ce que c'est que le CAC pour les auditeurs. Oui. Alors le CAC, c'est le collectif Artistes en Résistance, qui est un collectif d'artistes qui ont occupé le Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, qui était fermé depuis 12-13 ans. Le Centre des Arts et de la Culture. Des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, qui était un lieu de culture mais incroyable, bâtiment bien, ancienne mairie communiste, donc de l'architecture brutaliste. Gros béton. Ouais, gros béton, pas de couleur, mais voilà, on a vu des expositions de ouf, comme disent les jeunes. On a vu Miles Davis, enfin ça a été un vrai bouillon de culture dans le bon sens du terme. Et puis, ça ferme pour travaux. Le chantier, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années, 7 années. Voilà, ça a commencé... moi, j'habitais encore Pointe-à-Pitre, en 13 ans. Et donc, à un moment donné, et le manque de lieux pour exposer. Donc, tout ça a fait que ça a généré cette mouvance qui a été portée par aussi un groupe politique qui s'est présenté aux élections, qui s'appelle nous, l'Alliance nationale Guadeloupe, dans laquelle il y a aussi beaucoup d'artistes et que ce qui devait être un squat pour on s'était dit 3 mois,
On a fêté les 3 ans le 4 juillet dernier, mais la solution de remplacement, la solution de proposition d'un nouveau lieu, de reprendre le chantier, on nous fait des promesses, après ça s'arrête. Donc, eh bien, écoute, les murs continuent à se colorier, à se remplir d'œuvres. Voilà. C'est un lieu où on peut voir l'art. Oui, où on peut voir l'art est gratuit, voilà. Ce que dire, voilà, pendant très longtemps aussi, beaucoup de lieux d'art étaient, même au département, par exemple le Fonds d'art contemporain, l'entrée est gratuite. Aujourd'hui, ici, on paye une maudite somme. Mais voilà, c'est ça. On ne peut décemment pas faire payer une entrée à des gens pour des lieux voilà, où ils pensent qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas... Voilà, le nombre de gens aussi qui ne rentrent pas dans une galerie parce qu'ils pensent que c'est payant. C'est ça, il y en a, ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même quelque chose de très... vraiment d'impensable, cette situation en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est quand même la France. Ouais. La France de Molière, je sais pas, de tous ces noms que nous, des gens nous enseignent. Et dont on a l'impression des fois dans notre imaginaire d'enfant que ça fait partie de nos parents, de nos grands-pères, les Molières et autres, et qu'ici en Guadeloupe, il n'y a pas d'infrastructure pour l'art. Il y en a, mais elles sont pas... Presque tous ne fonctionnent pas. Ouais, à part ici. Ah, voilà, donc du coup, c'est devenu aussi un endroit où... Voilà, il y a tellement de demandes aussi qu'ils sont obligés de refuser, qu'il y a une liste d'attente et puis que quand tu as un projet et que tu ne peux pas forcément attendre 4-5 ans avant d'avoir la possibilité d'exposer. Et puis il faut donner sa chance aussi à des pratiques différentes. On ne va pas faire que de la peinture, faire de la photographie, de la vidéo, des installations. Il en faut pour tous les goûts. Mais c'est ce gros problème. Et je te dis que moi, ça commence à me faire mal. Parce que j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Le Covid, parce que je ne me résous pas à dire la Covid. Voilà, c'est féministe, on comprend. Voilà, exactement. Ça a permis de se recentrer. Et justement, quand ça a redémarré, et le fait aussi qu'il y avait l'occupation du CAC, on s'est dit, là c'est bon, là on a ce lieu-là qui était encore ouvert l'année dernière, le Fonds d'art, il y avait encore des possibilités, mais bon, au MACT. Et puis tout à coup, à part le CAC, mais où c'est des expositions, c'est un peu tout le monde, c'est un squat, c'est pas ni un musée, ni... voilà, c'est un squat. Mais par défaut aussi, il y a des lieux qui sont devenus des lieux incontournables. Et moi, à la longue, c'est bien quand c'est provisoire, mais quand le provisoire s'installe, exposé dans des hôtels, dans les halls d'hôtels, dans des restaurants, ça peut le faire 1 ou 2 fois, mais c'est devenu super courant. Du coup, tu ne sais plus entre la nourriture, les vêtements, il y a une sorte de mélange des genres qui, moi, personnellement, ne me convient pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'on termine sur une note d'espoir, qui est justement ta signature, ouvrir, comme tu disais à la fin de tes textes critiques, il y a toujours cette porte qui doit rester ouverte et amener à la discussion. Pour la Guadeloupe, comment décrirais-tu, comment ferais-tu cette sortie, cette conclusion-là, Nathalie? Ah, mais je prendrais une expression, je te la dirai en créole et je te la dirai en français aussi, qui est marie-galantaise, parce que je suis marie-galantaise de cœur et d'adoption. Nous petits, mais nous forts. On est petits, mais on est forts. Voilà. On est petit, on est fort. Merci Nathalie pour ton temps. Et c'est aussi une des phrases favorites de Joël Nankin. Merci Nathalie. De rien, merci à toi aussi, parce que franchement, tu vois, des choses comme ça, si
toi, tu viens de l'autre côté, Samuel, il est d'ici, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes qui font le travail que tu fais. Parce que là, la trace, elle reste. Quand on fait une conférence, un talk, même s'il y a un enregistrement, allez, il y a vraiment les fans qui vont regarder, qui vont éventuellement le télécharger. Mais il faut des documents écrits, des documents sonores, des documents visuels. Voilà, parce que nous sommes une grande bibliothèque sur pattes, mais on s'en rend même pas compte. Parce que quand les gens se croisent, ils parlent de choses de l'ordinaire. Mais comme tout le monde, nous aussi on fait ça. Ah, t'as bien dormi, c'était bien là. Ah, moi je me rappelle au début de ma carrière professionnelle, quand j'arrivais au boulot, ce que je supportais pas, c'était quand les collègues commentaient le « Qu'est-ce que t'as regardé à la télé ?» Je dis « À la limite, qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Mais ça fait partie de la vie. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est pour engager alors, la conversation. Il me regardait, toi, je dis, moi j'ai lu. Ah oui, toi, tu as un Nathalie. La réflexion, c'est un Nathalie toujours dans les livres. Voilà. Écoute, donc après, on ne me posait plus la question. Voilà. Mais de temps en temps, sur le tableau de la cafétéria, je leur mettais une suggestion de livre. Ouais, génial. Merci Nathalie. Merci à toi pour ce moment. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.